Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui avec Marie-Ève Malouine, journaliste politique, éditorialiste à la revue Politique et Parlementaire. Bonjour. Bonjour. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique et vient de paraître Réussir, c'est possible. Interview d'une quinzaine de patrons 43, oh là là. Et 43. encore, 43 extraordinaires, du plus petit au plus grand. C'est pas une interview parce que je ne suis pas capable, comme Valérie, de faire des vraies interviews. Mais c'est des conversations et je leur ai demandé de s'exprimer sur ce que c'était dans leur vie d'être patron. Il n'y a pas question de fric, de combien ils gagnent, de dividendes. Et c'est assez étonnant et c'est très amusant. C'est les derniers aventuriers du monde, les patrons. Ouais. Ça, c'est sûr, on les entend un peu en ce moment. Oui. Yves Damécourt, vous êtes patron d'une certaine manière, viticulteur, ancien élu local, et vous êtes porte-voix, de Nouvelle Énergie. Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Bonjour Valérie, bonjour à tous. On va parler des notes de frais des élus. Peut-être que vous pourrez nous en dire un mot, avec donc les notes de frais en particulier à Paris, de certains maires qui ne manquent pas d'interroger avec des notes de frais de grands restaurants, de coiffeurs, de repas pour enfants, les notes de frais aussi d'Anne Hidalgo. Bon, on peut discuter. Le 13 octobre, guerre ou guéguerre chez les patrons, la CPME et l'UDP ne veulent pas se joindre au MEDEF. Vous nous direz, Sophie, où vous en êtes. Une très étonnant, Chine qui va ouvrir des magasins en France et en particulier au BHV. Bref, beaucoup de sujets, et puis avec vous, moi je voulais faire un coup de cœur. Mon mot du jour, c'est iconoclaste. C'est Jean-Louis Borloo qui était l'invité ce matin de la matinale de Sud Radio, qui était l'invité de Jean-François Aquili. J'ai trouvé qu'il avait une énergie formidable, incroyable, et qu'il disait des choses qu'on n'entend pas. C'est qu'on entend ici éventuellement. Oui, mais que c'était un homme libre. Écoutez ce qu'il disait à propos des organismes et autres machins de l'État. La France, en termes d'action publique, est le pays le plus émietté du monde. Émietté. Oui. Tout le monde fait tout. Je vais vous donner 3-4 exemples très simples. Alors d'abord, d'organisation, puis pour les gens. 400 milliards gérés par 8000 organismes paritaires. 8000. 1850 organismes publics, des régions, des départements, des agglos, des pays, des communes, sur Paris, des EPT, tout ça est complètement, et tout le monde... Tout dans tous les sens. Tout le monde fait tout. Voilà. Donc diviser pour régner. Diviser pour régner. David Lisnard doit savourer ces paroles, non ? C'est formidable. Enfin, c'est à la fois très vrai et en plus de ça très pédagogique dans la façon de le présenter, avec beaucoup d'enthousiasme. C'est tout le talent de Jean-Louis Borloo. En fait, nous, on est sur cette ligne-là complètement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on est persuadé que tous les gens qui occupent les plateaux de télévision pour nous expliquer qu'ils vont faire entre 15 et 40 milliards de taxes en plus ou de petites économies de bout de chandelle, en fait, n'ont pas compris le problème, quoi. Aujourd'hui, c'est 200 milliards d'économies qu'il faut faire et c'est possible. Et Borloo, ce matin, fait la démonstration que c'est possible. L'autre jour, à la fête de la pomme, Hervé Morin expliquait que désormais, dans les contrats de plan État-région, il y a l'État, la région et l'ADEME sur les sujets écologiques. C'est-à-dire que l'ADEME n'est plus l'État. C'est-à-dire, et un député témoignait l'autre jour que devant la représentation nationale, le directeur de l'ADEME disait qu'il ne se sentait pas engagé par les décisions du gouvernement. Ici, j'avais donné l'exemple d'un directeur de Matignon qui avait fait une tribune dans Le Monde pour dire toute la critique qu'il pensait de ce que faisait son Premier ministre. On est dans un monde de fou. Oui, mais j'ai une question à vous poser, parce que je suis tout à fait favorable au mouvement David Lisnard, c'est le seul en lequel j'ai confiance. Mais... franchement, je suis chef d'entreprise. Vous dites ça, je vous crois, parce que David Lisnard s'exprime bien. Comment vous faites ? C'est un mikado. Demain matin, vous arrivez, l'ADEME, qu'est-ce que vous en faites ? Ça prend un temps fou, ça révolte des gens. Pour faire la moindre chose, il faut aller passer devant l'Assemblée nationale. Comment vous faites ? Moi, je comprends pas. Je voudrais presque un mode d'emploi. En fait, si vous voulez, Yves Damécourt. Enfin, moi, on a des exemples très concrets qui marchent, quoi. Le problème, c'est qu'il ne faut pas partir d'en haut, il faut partir d'en bas. Et c'est ce qu'explique Borloo de cette semaine. Ouais. Il faut partir d'en bas. À la mairie de Cannes, qui est notre laboratoire, quand il y a quelqu'un qui part à la retraite dans un service, le maire réunit le service et dit voilà, il y a une personne qui part à la retraite,
est-ce qu'on peut faire des investissements pour ne pas le remplacer? Et quand il partira, il y aura un tiers de son salaire qui ira dans le désendettement de la ville, un tiers qui ira dans l'investissement et un tiers qui ira dans l'augmentation des salaires des personnes du service en indemnité. Et donc tout le monde est motivé. Et l'objectif, c'est pas de dire on va supprimer un emploi. L'objectif, c'est de dire on va. Je vais citer un autre élu qui est le maire, le président de la région Aquitaine, qui s'appelle Alain Rousset, et qui a dit il y a une dizaine d'années, je dis c'est formidable. En France, on a confondu la fonction publique et le service public. Et donc, en fait, on défend la fonction publique au lieu de défendre le service public. C'est-à-dire que la fonction publique grossit. C'est vrai, c'est tellement juste. Pendant la crise du Covid, je ne sais pas si vous venez de cette étude de l'OCDE qui comparait, on envoyait des malades en Allemagne quand même, parce qu'on n'avait plus assez de lits en France. Bien sûr. Parce qu'en fait, depuis 30 ans en France, on ferme des lits, on ouvre des bureaux. Et donc on a plus de bureaucrates. Il en a parlé ce matin, effectivement, dans l'interview. On a 33% des employés de notre système hospitalier qui sont dans l'administration. Le contraire des Allemands. Et les Allemands, c'est 25%. C'est 8% d'écart. On le retrouve dans toutes les administrations. 8% de 5 600 000 fonctionnaires, ça fait 500 000 fonctionnaires. Mais ça va être chaud pour défaire tout ça. Jean-Louis Borloo chiffrait ce matin à 150 milliards notre désorganisation. Et écoutez ce qu'il disait à propos de Bercy. Tout le monde fait tout. D'ailleurs, personne n'y comprend strictement rien qui s'occupe des adultes handicapés, des mamans isolées, des mineurs isolés. Ça, personne n'y comprend. À telle enseigne, monsieur, que les gars de Bercy, ils ont été à l'école. Ils sont 133 000. Ils se trompent de 60 milliards en 2 ans. 20 milliards la première année, 40 milliards. Or, c'est pas des faussaires, les gars. Bon, donc c'est pour vous dire à quel point le système est désorganisé. Donc quand on regarde ça, on se dit nos marges de manœuvre sont considérables. Ouais. Marie-Ève Malouine, vous le connaissez, vous avez une longue carrière de journaliste politique. Un auditeur me dit, mais quand il était à la ville, il a échoué. Non, il était bon. À la ville, il a fait pas mal de choses. Ouais. Et puis, il faut se souvenir qu'il avait présenté un plan. Oui, le plan dont il a été écarté très brutalement. Et qu'il a été écarté par Emmanuel Macron, qui sur les banlieues. Et qui s'est rendu compte après qu'il aurait peut-être mieux fait de l'écouter. Et depuis, Jean-Louis Borloo est plus en politique. Mais non, il a eu des idées. Il a été très correct parce qu'il n'a jamais critiqué Emmanuel Macron. De Jean-Louis Borloo, c'est qu'il connaît parfaitement l'administration et justement tous ces problèmes de tuyauterie qui perdent de l'argent, qui sont mal gérés parce que ce n'est pas suivi, c'est organisé au fur et à mesure, ça s'empile. Pourquoi il y a autant d'agences en France? Au début, on crée une agence parce qu'on trouve que la structure de l'État est trop lourde et donc on a créé des agences à côté de la structure de l'État pour qu'elle soit plus légère et que ça aille plus vite dans la prise de décision. Mais finalement, en fait, ça alourdit le système. Comme partout en France, pour être compétent, pour être mieux, il faut être gros, donc elles grossissent, et puis elles s'autonomisent, et donc elles en arrivent à être contradictoires. Ouais. Il a parfaitement raison. Pour être totalement objectif, je vais me retrouver à défendre Sébastien Lecornu, qui n'est pas dans mes habitudes, mais il a quand même créé un comité, là, avec 2 hauts fonctionnaires, qui ont déjà commencé, par exemple le SNU. Tout le monde disait le service national universel, ça coûte de plus en plus, ça marche pas. On l'a écrit dans les journaux et puis rien. Bon, eux, ils sont arrivés tout de suite et ils ont dit ça, terminé, on arrête. 1,5 milliard. Donc je dis pas qu'ils vont résoudre le problème, mais pour une fois, Lecornu fait une proposition et elle est suivie des faits. Alexandra Spinner. Jean-Louis Borloo, puisqu'on est plutôt sur une séquence Jean-Louis revient, je trouve que sa valeur ajoutée aussi, c'est qu'il n'est pas, mais il n'est pas un politique pur. C'est quelqu'un qui a été un chef d'entreprise, un avocat. Il a géré un cabinet d'avocats, et donc il a aussi cette connexion à la réalité des entreprises, au fonctionnement d'une entreprise. Il a été élu aussi, et je trouve que l'apport des deux fait que c'est quelqu'un, outre sa personnalité tout à fait hors norme, et qu'il a une vision très très juste de notre société, en particulier sur les banlieues ou sur tout ce qui est lutte contre le décrochage scolaire. Jean-Louis Borloo était très innovant dans ses propositions, parce que aussi il a le courage de casser les codes, et ça c'est important. Mais est-ce qu'il ne sera pas seul contre tous, ou est-ce qu'il ne serait pas seul contre tous si d'aventure il était nommé Premier ministre? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas face à un mur, vous qui connaissez bien justement ce genre de situation? Je pense qu'il faut redonner de l'espérance et montrer aux gens que c'est possible. Il se trouve qu'hier soir, je visitais le musée de l'Ordre de la Libération. J'ai un aïeul qui était compagnon de la Libération, et donc toute la famille s'est retrouvée pour visiter le musée.
Et en fait, quand vous revivez ces moments-là, vous apercevez que De Gaulle tout seul, finalement, il rallie à lui quelques pays d'Afrique. Brazzaville devient la capitale de la France libre. Et finalement, ils sont quoi? Ils sont un peu plus d'1 millier, les compagnons de la libération. Et c'est eux qui lancent le truc, quoi. Donc à un moment, je veux pas comparer des choses qui sont pas comparables, mais une poignée de personnes motivées avec des chefs qui connaissent la mécanique, parce que bon, aujourd'hui, on donne les clés à des gens de l'extérieur en disant, ils viennent de l'extérieur, ils vont réformer tout ça. En fait, les grands réformateurs, ils étaient toujours issus du système. Ils viennent de l'intérieur, ils ont compris le fonctionnement, et derrière, ils donnent des clés et ils emmènent avec eux. Et donc, le patron qui était là ce matin, juste avant nous, là, j'ai discuté 5 minutes avec lui. Vous lui demandez 10 propositions pour libérer le bâtiment, mais il les a, les 10 propositions. Bien sûr. J'ajouterai quand même une petite précision, ce que vous avez dit, ce qui compte, il y a aussi de l'expérience. Avoir des propositions, c'est très bien, mais après, il faut savoir les mettre en œuvre. Le grand avantage de Jean-Louis Borloo, qui avait une expérience de maire et de chef d'entreprise, c'est qu'il savait mettre en œuvre. Là, par démagogie, on a dit non, c'est mieux d'avoir des politiques qui n'ont jamais exercé un mandat, qui n'ont jamais rien dirigé. Et puis ils arrivent dans un ministère, ils savent pas comment fonctionne l'administration, ils se font bouffer. Ça, ce sont les macronistes aussi. Hein, pas que, parce que si on a annulé le cumul des mandats, c'était pas que les macronistes. Et donc on se retrouve avec des gens qui ont beaucoup d'idées. Et il faut dire aussi, regardez Jean-Louis Borloo, pourquoi il s'est trouvé écarté? Parce qu'on a dit, mais il est vieux, il a été plein de fois ministre, c'est l'homme blanc, et donc depuis 50 ans. Donc il faudrait aussi défendre le fait qu'en politique comme ailleurs, l'expérience, on ne s'improvise pas ministre, on ne s'improvise pas maire, il y a un parcours, le parcours il sert à avoir de l'expérience. Alors pardon, mais le problème aujourd'hui des politiques, c'est qu'ils n'ont qu'un parcours politique. Moi j'ai fait à ETHIC, le mouvement que je préside, député dans l'entreprise. J'ai demandé aux parlementaires de venir faire un stage. Alors ça commence par 2 jours, il y en a 60 qui ont répondu. Il n'y a pas un parlementaire qui met les pieds dans une boîte. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Alors non, là je vous suis pas, parce qu'il y en a qui viennent de l'entreprise. Il doit y avoir peut-être 2%. Mais non, tous les macronistes, c'était des gens qui venaient d'entreprise. Ils sont repartis dans l'entreprise. Mais ils sont repartis dans l'entreprise. Non, il y en a encore dans les... Regardez les... Franchement, les parlementaires de notre Assemblée nationale ne savent pas ce que c'est. Chaque fois qu'Yves vient, il nous raconte des histoires invraisemblables sur l'histoire des ports la dernière fois. Les ports français qui ne sont pas adaptés au transport, vous envoyez du vin en Afrique, ça part d'Allemagne. Vous nous avez raconté l'histoire de cette maison de santé que vous avez montée dans votre... qui a été montée près de chez vous, dans votre commune. Vous avez fait ça tout seul. Sans l'ARS surtout. Ben oui, ça veut dire que quand on veut, on peut, et que quand on est au cœur du système, on voit les dysfonctionnements. Et 150 milliards qu'on pourrait économiser à cause de la désorganisation. Mais qui veut s'y coller, à part je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, qui veut s'y coller? On est un peu plus que les compagnons de la Libération, donc je pense que... Allez, on se retrouve dans un instant. Proposition choc du député Philippe Juvin pour réduire le nombre de fonctionnaires. Il propose qu'on leur paye 10 ans de salaire pour qu'ils s'en aillent. Voilà, qu'en pensez-vous? À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Thierry Expert. Mettons-nous d'accord. Aujourd'hui, on va parler effectivement de cette proposition qui a été faite hier par Philippe Juvin, mais je voudrais, comme vous êtes là, Sophie, parler de l'entreprise. J'aime ma boîte. Petit coup de cœur, gros coup de cœur pour votre événement qu'il y a aujourd'hui. Alors, 23 ans. Mon âge. 23 ans, voilà. J'ai lancé ça et il y a 23 ans. Et c'est assez amusant parce que je l'ai lancé après un drugstore aux États-Unis où je vois des cartes. J'aimais bien les cartes d'anniversaire marrantes. Et je vois I love my boss. Pour ceux qui ne comprendraient pas. J'aime mon patron. J'aime mon patron. Stupéfaite, j'achète le stock de cartes, j'arrive, et je me souviendrai toujours, j'arrive au MEDEF, et c'était Célière, et je dis, vous vous rendez compte, on va lancer la fête des patrons. Hurlement de rire au MEDEF, et je rentre le soir, et mon fils me dit, tu connais rien, il faut lancer la fête des entreprises. Je dis, ce petit est un génie, et je dis, on va lancer la fête des entreprises. Et I love my boss, qui était intéressant, c'est que j'aime ma boîte. J'ai transféré ça. Et je me souviens de Célia me disant, mais enfin, quand on fait la fête à un patron, en France, cher ami, ça veut dire qu'on le séquestre. C'était pas tout à fait faux. Donc ça a lancé, et ça a pris tout de suite. J'ai fait des sondages. Et alors, j'étais étonnée parce que quand j'ai demandé à l'IFOP le premier sondage, ils m'ont dit, enfin madame, on va pas vous prendre de l'argent pour ça. Vous voulez demander aux Français s'ils aiment les entreprises. Alors j'ai dit, il faut pas le demander comme ça, mais et
ils ont fait le sondage et demandé aux gens qui prenaient le métro, aujourd'hui, est-ce que vous diriez j'aime mon entreprise? Ils m'ont téléphoné 8 jours après, sidéré, il y avait 70% des gens qui disent ouais. Donc voilà. Et alors, c'est important que vous disiez ça aujourd'hui parce que d'abord, c'est le jeudi 16 octobre. Sud Radio, la meilleure radio qui soit, est partenaire de J'aime ma boîte. Mais au-delà de ça, pardon, mais j'anticipe peut-être sur un sujet que vous aborderez tout à l'heure. Au-delà de ça, le MEDEF a décidé... Non, mais c'est ça. Je voulais qu'on évoque ce sujet maintenant. Donc, je pense mobilisation des patrons le 13 octobre. Alors, mobilisation des patrons. C'est le MEDEF qui a décidé. Depuis toujours et depuis la guerre, il y a le MEDEF... en majesté, la CPME qu'on entend moins, il y a l'UDP aussi qu'on entend beaucoup moins. Et... je comprends Patrick Martin qui répondait à une colère effroyable des chefs d'entreprise, en ont marre, mais qui n'a pas consulté et a décidé de faire, alors on ne sait pas ce que c'est, enfin c'est un événement qui va avoir lieu le 13. J'ai moi personnellement pas aimé parce que je leur ai expliqué qu'il y avait J'aime ma boîte 3 jours après. La fête de l'entreprise qui fonctionne formidablement, 400 000 boîtes qui font la fête. Et s'il y avait une façon de réunir aujourd'hui et de se mettre d'accord, c'est de mettre toutes les boîtes ensemble. Et dans les partenaires de J'aime ma boîte... Mais là, Sophie, sur cette action, alors peut-être Marie, on va y revenir, mais Marie-Ève Malouine sur les patrons, cette mobilisation du MEDEF, alors avec des... Attendez, ils ne sont pas d'accord les autres. Oui, c'est ça, avec l'exclusion, c'est là-dessus que je voulais qu'on revienne. C'est qu'ils ne sont pas en ordre de rassembler. C'est parti du MEDEF, du patron du MEDEF, qui est aussi un grand patron. Et donc, c'est une réponse des grands patrons. Et il y a toutes les PME et les TPE qui disent on n'a pas été consultés, on n'a pas les mêmes problématiques. Les petites entreprises qui sont le tissu économique de notre pays. Exactement. Et on l'a dit plusieurs fois. C'est la CPME, rappelons-le. Les TPE, les PME, c'est celles qui font l'activité en France, l'industrialisation, etc. Et donc, en termes de fiscalité, elles sont pas du tout au même niveau. Vous avez, sur certaines aides et niches, les multinationales ont des services pour, et donc elles obtiennent toutes les aides qu'elles peuvent avoir, les exonérations qu'elles peuvent avoir, les niches fiscales. Et puis les PME, elles sont coincées parce qu'elles n'ont pas le personnel pour faire ça. Et vous savez que maintenant, il y a des entreprises qui se sont spécialisées là-dedans. Allez vous chercher pour votre petite entreprise les aides et elles prennent 20%. On est encore dans le truc irrationnel. On a monté des secteurs simplement pour défendre Patrick Martin, ce qu'il voulait faire, c'est de dire maintenant il y a un rapport de force qui a été créé par les syndicats d'un côté avec les partis de gauche qui les soutiennent pour dire il faut taxer les patrons, et de l'autre côté il a simplement voulu dire attendez, nous aussi on peut se mobiliser et rentrer dans un rapport de force. Alors le principe on peut comprendre, mais ça fait, si vous permettez, parce que je connais bien le sujet là-dessus. Il a fait ça dans un moment de colère, probablement. Mais la vraie problématique, c'est il a choisi une date qui était quand même pas bien choisie. Et ensuite, on se mobilise contre quoi? Oui, c'est ça, on n'a pas de plan de finance, on n'a pas de gouvernement. Alors, on va dire quoi? Et puis, alors, excusez-nous, mais par exemple, Éthique, qui d'ailleurs est membre du MEDEF, on n'est pas du tout là-dedans. On veut complètement essayer de soutenir le Premier ministre jusqu'à temps qu'on voit les résultats. On est en train de hurler avant d'avoir mal. Et je crois que il faut vraiment faire la différence. Donc, il y a Amir Reza, il faut entendre parler d'Amir Reza, qui est le patron de la CPME, qui est un type formidable, qui d'ailleurs est un grand soutien de J'aime ma boîte, de même que David Lisnard, qui a fait une très belle vidéo. On va vous demander 1 euro à chaque fois que vous vous dites David Lisnard. Oui. Ça va, c'est vrai que je peux demander. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on cherche l'unité patronale, l'unité politique. L'unité, c'est autour des boîtes. Et d'ailleurs, quelle que soit leur taille, parce que les grandes boîtes ont des fournisseurs qui sont des PME, que le tissu entrepreneurial est complètement imbriqué. Donc il faut arrêter. Bernard Arnault, il emploie des centaines de PME, d'auto-entrepreneurs, de brodeuses, d'artisans. Et je ne comprends pas. Alors, on est en train de prendre un mauvais chemin parce que le patronat fait la même chose que le politique. Alors, Alexandra Spinner, sur cette mobilisation des patrons. Non, mais moi, évidemment, je trouve que c'est important que les petites entreprises se mobilisent
disent et soient représentés, soient défendus. Et je trouve que l'approche du patron de la CPME est plutôt intéressante, puisque lui, ce qu'il prône, et je parle sous votre contrôle, Sophie, c'est que il veut un contact direct de ses adhérents, par exemple avec les parlementaires. Oui, bon, c'est génial. C'est plutôt une idée pas mal, qui est cette proximité. Et c'est vrai que je trouve que cette espèce de posture de dissidence constructive, c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'annoncer une grande réunion sans aucune concertation, c'est assez surprenant. C'est quand même une démarche un peu étonnante quand on sait surtout la difficulté dans laquelle se trouvent les petites entreprises. D'ailleurs, il était embêté, je le dis à Patrick Martin, qui avait la fête des entreprises 3 jours après. S'en fout. Blanc. Non, il avait oublié d'abord. Yves Damécourt sur cette mobilisation. Je pense que le patron du MEDEF, il a fait une faute de quart. En fait, il aurait dû se comporter comme les autres syndicats et se construire une réunion en disant, il pouvait pousser son coup de gueule, mais au lieu d'annoncer une date, un événement, etc., il fallait qu'il annonce une concertation des patrons. Il pouvait même y associer les agriculteurs, parce que je peux vous dire que... Qui se sont retirés, qui n'iront pas à Bercy. Mais oui, mais bon, c'est bien dommage, parce qu'aujourd'hui, et pour la première fois depuis 60 ans, la balance agricole de la France va finir dans le rouge, alors qu'elle était bénéficiaire de 10 milliards d'euros il y a encore quelques années, quoi. Et donc, on est en train tous de perdre pied dans tous les métiers, et donc je pense qu'il y a une vraie mobilisation possible, mais il ne faut pas faire d'erreur, il faut réunir tout le monde, et ensuite, il faut y aller, et puis il ne faut pas se mobiliser contre, il faut se mobiliser pour, parce que comme le disait Borloo ce matin, on a... Bien sûr. Et je pense que les patrons, ils ont une méthode pour arriver à ce serait tout à l'honneur de Patrick Martin, parce que il s'est gouré, il a été dans un élan de modifier un petit peu cet événement, et je pense qu'il est temps, parce que je crois que il faut faire venir des gens de province, terriblement compliqué. Je pense qu'il pourrait réfléchir et remettre tout le monde autour de la table. Alors, parce que la démarche initiale, c'était pour protester contre des mesures fiscales envisagées. On les a pas encore, bien sûr. Mais on les a pas encore. Dans le budget 2026, et c'est vrai qu'on les a pas. Donc 0826 300 300, on va parler des notes de frais de nos élus. Il y avait Laurent Wauquiez qui avait été épinglé. Cette fois-ci, c'est le maire du 18e arrondissement de Paris, Éric Lejoindre. Il y a eu aussi ceux d'Anne Hidalgo. Faut-il en finir avec les notes de frais des élus? Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'il y ait du défraiement quand on est en représentation? 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Ah là là, ça commence à faire débat. 0826 300 300, faut-il en finir avec les notes de frais du personnel politique? Est-ce que vous comprenez qu'il y ait des frais de représentation comme il y a dans certaines entreprises? Alors il y a la polémique des robes d'Anne Hidalgo. Est-ce que c'est normal qu'elle achète des robes et qu'elle se fasse défrayer? Elle a des besoins de robes pour représentation. Est-ce qu'on a besoin d'acheter une robe aux Jeux Olympiques? On a envie que la maire de Paris soit bien sapée. On a depuis quelques jours donc les notes de frais du maire du 18e arrondissement qui lui est allé chez le coiffeur un 31 décembre. Donc ce matin dans le Parisien, il répond qu'il n'a pas le temps d'y aller pendant l'année. Que le pressing. Une note de frais de coiffeur, une seule? On n'a pas tout. Parce qu'attendez, si on a une, il ne faut pas charrier. Des costumes d'une grande marque à 800 €. Il a un restaurant aussi dans les 800 € avec grand cru, etc. Alors quand on lui pose la question dans le Parisien, il répond encore heureux que je me sois pas fait inviter. Enfin, il répond un petit peu à côté, mais peut-être que c'est normal, Yves Damécourt, vous qui. D'abord, je voudrais dire que, moi, j'ai été maire pendant 12 ans. On n'avait pas le droit aux notes de frais. Quand on était jumelé avec un territoire allemand, quand j'allais en Allemagne avec ma voiture, je faisais pas de notes de frais. C'était même interdit par l'administration. Quand je suis allé au Liban, parce qu'on était jumelé avec une commune du Liban, le billet d'avion, c'est moi qui l'ai payé. C'était pas compris dans les notes de frais. Et mes indemnités de maire, c'était un peu moins que le SMIC. Quand j'avais discuté avec mon collègue président de la communauté de communes de Zottrum entre Brême et Hambourg en Allemagne, il me dit, alors, le président de la communauté de communes du Sauveterrois, combien il touche d'indemnité? Je lui dis, écoute, un peu moins que le SMIC, 1200 € par mois. Et je lui dis, et toi? Il me dit, moi, je touche 7500 € et je suis fonctionnaire de la région. Il dit formidable, voilà. Donc peut-être que, et en plus, lui, je pense qu'il avait ses notes de frais. Donc, alors très bien. Pardon, quand vous dites je touchais un petit peu plus que le SMIC et je suis allé en Allemagne et je suis allé là-bas.
très bien comment vous le payez, pardon, mais je paye sur mes indemnités. En fait, l'indemnité de maire d'une commune rurale de 1900 habitants, c'est considéré comme... Ça veut donc dire que vous aviez une activité par ailleurs. Oui, mais de toute façon, dans le monde rural, tout le monde a une activité par ailleurs. On ne peut pas être maire d'une commune de 1900 habitants et président d'une communauté de communes de 50 communes si on n'a pas un métier par ailleurs. Et si on n'embauche pas dans son entreprise quelqu'un pour faire le boulot que vous ne faites pas chez vous. Et donc, voilà. Alors maintenant, je suis très surpris parce que je me souviens de la campagne de Fillon, quand même, dont on dit qu'il a perdu au final à cause des 2 costumes qui lui avaient été offerts par un avocat libanais. C'était pas sur ses indemnités. Et donc maintenant, on accuse Fillon de s'être fait offrir 2 costumes par un avocat libanais chez Arnis, qui est un grand couturier. Voilà. Et là, on est en train de dire, non, mais pourquoi pas, finalement, si le mec il veut acheter des pizzas... quand même. Non, mais attendez, je crois que il y a des gens qui disent ça. Non, mais attendez, le gars, il achète des pizzas pour ses enfants avec ses frais d'indemnité de maire. Il va chez le coiffeur. La maire, elle s'est fait excuser à un conseil municipal et on s'aperçoit que les dates des tickets, pendant que le conseil municipal l'avait excusée pour certainement, elle était en train d'acheter des robes dans un quartier, etc. Enfin, les gens, ils en ont ras-le-bol. Mais c'est symbolique. C'est pas avec ça qu'on va rétablir on est en train de dire n'importe quoi. Parce que c'est tellement subtil. Je pense que une maire d'une grande ville, si elle est vue par les caméras du monde entier, peut avoir une robe exceptionnelle. Et à la limite, les couturiers l'ont toujours fait, et pas forcément les grands couturiers. Vous vous faites prêter une robe. Ça, je trouve ça normal, et ça a lieu de tout temps. C'est ce que fait Brigitte Macron et c'est ce que fait... Et d'ailleurs, De Gaulle avait dit... avec Louis Vuitton. C'est dommage aussi qu'il n'y ait pas plus de marques françaises qui soient représentées par la première dame. Et il y avait De Gaulle à une réception à l'Élysée. Il y a une femme... Non mais attendez, c'est intéressant. Il y a une femme qui fait un compliment sur une robe et elle dit mais non, c'est pas grand-chose. Et De Gaulle lui répond mais au moins elle est à vous. Parce que déjà, sous De Gaulle, il voulait pas qu'on prête des robes. C'est assez intéressant. Donc il y a aujourd'hui, il y a toutes les vidéos, les chaînes, c'est de l'image en permanence. Et je sais si Anne Hidalgo a certainement énormément de tort sur ses notes de frais, sur le fait que la maire de Paris, au moment des Jeux Olympiques par exemple, ou qui reçoit un personnage étranger, représente l'élégance française. Elle n'a pas de quoi, avec son salaire, j'espère qu'elle n'a pas le quoi de se payer une très belle robe. Donc, il faut qu'elle se débrouille. Elle se la fait prêter, ou alors elle a exceptionnellement une note de frais. Qu'elle aille chez le coiffeur avant une réception, c'est envisageable. Et les entreprises ont des notes de frais. C'est pas la même chose quand vous êtes dans une usine ou quand vous travaillez dans la pub. On a envie d'avoir des collaborateurs bien sapés, etc. C'est compliqué. Donc, voilà. Qu'il y en ait beaucoup trop et qu'il y ait des exemples inadmissibles, oui. Mais on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, mais les 3 pizzas Bambino au Nutella, le degré alors il y a un truc, je vois, mesure-t-on le degré de radinerie, de cynisme tranquille qu'il faut pour faire rembourser en frais de mandat 3 Bambino pizza au Nutella. Ça, c'est pas elle, c'est le maire du 18e. Oui, pour revenir sur les choses factuellement, il y a 35 000 maires en France, il y en a 1 millier qui sont poursuivis, et dans ce millier, il y en a 37% qui sont effectivement sanctionnés. Donc il faut ramener les choses à leur juste proportion. Les autres 34 000 maires, ils n'ont pas le droit aux notes de frais. Bah non. Mais les notes de frais, ça dépend de la taille de la commune, ça dépend de la représentation que vous devez effectuer. Maire de Paris, à Cannes, au Festival de Cannes, on a intérêt à être chic. Alors laissez parler Marielle. Le maire de Paris, et qui est aussi dans l'association des maires du monde entier, représente la France, et donc elle doit avoir une certaine tenue. Si on revient sur ces notes de frais d'Anne Hidalgo, c'est parce qu'on peut les retrouver. C'est parce qu'elle n'a pas une somme qu'elle dépense comme ça, et là on trouve qu'elle l'a mal dépensée. Ça mais il n'y a pas de contrôle. La question, c'est il n'y a pas de contrôle. C'est assez flou, mais elle doit justifier sur note de frais. Et là, il y a quelqu'un qui allait chercher. C'est pas très clairement justement qui est le trésorier payeur général. Donc c'est l'État qui contrôle les notes de frais. Mais dans ces cas-là, moi, ce qui me dérange dans ce débat. Attendez, je voudrais simplement revenir là-dessus. C'est les élus sont mal payés. Et le statut de l'élu n'est pas clair du tout suivant les endroits. Ils ont beaucoup de responsabilités, y compris des responsabilités pénales. Et donc, ils n'ont pas le salaire qui va avec. Exactement. Après, le principe des notes de frais, il existe aussi dans les entreprises. Ça ne doit pas choquer en soi. Simplement, il y a des limites, il y a du bon sens aussi. On peut faire sortir si on fait un déjeuner où il y a ses enfants par hasard, on fait sortir leur repas. C'est une question aussi personnelle. Mais là-dessus, une fois qu'on le sait, les électeurs sont juges. Oui.
Et c'est à eux de voir ce qu'ils en pensent. Quand même qu'il a fallu 3 ans avant que les gens qui cherchaient ces notes de frais aient accès à l'information. Ils ont fini par l'avoir, mais ça a été très compliqué. Mais Alexandra, dans ces cas-là, décidons. Ce que je n'aime pas dans ce débat, en réalité, c'est qu'on jette le discrédit sur les élus qui sont déjà très abîmés. C'est vrai. Et je pense, et vous le savez très bien, Yves, je pense que les élus, et particulièrement dans les zones rurales, font vraiment un boulot formidable. Oui. Et je trouve vraiment très déplaisant qu'ils soient comme ça, jetés, on jette sur eux l'opprobre. Moi, ça me gêne, je vous le dis franchement. Je pense que les gens... Ce dont on parle ici, c'est qu'il y a peut-être un problème de contrôle. Alors, regardons ce qui se passe ailleurs. Par exemple, en Grande-Bretagne, c'est une transparence totale. Vous avez les remboursements des députés qui sont publiés tous les 2 mois sur un site qui est le Independent Parliamentary Standards Authority. Pardon si j'ai fait une erreur. Et chaque dépense est accessible au public avec tous les détails, les voyages, les logements, les bureaux, le personnel. Alors peut-être que c'est ça. Et donc l'IPSA est totalement séparée du Parlement et elle vérifie toutes les demandes avant remboursement. Donc peut-être que voilà. Et là, en l'occurrence, en Grande-Bretagne, les abus sont très sévèrement sanctionnés. C'est peut-être ça, parce que c'est le contrôle, c'est le contrôle. C'est-à-dire que quelqu'un qui laisse passer 4 pizzas Bambino au Nutella dans note de frais, ça peut interroger. Et puis il y a aussi c'est quand même pas non plus à la mort. Il y a une différence entre la culture anglo-saxonne. Oui, c'est vrai. C'est que chez les anglo-saxons, ils savent très bien le faire naturellement. J'ai l'impression. En France, c'est oui, mais le coiffeur, j'ai pas l'occasion souvent d'y aller, donc là ça m'arrangeait. On va toujours s'arranger un petit peu avec la règle en France, et c'est ça le problème. C'est typiquement ça, parce que par exemple dans les pays scandinaves, il y a une très forte sens de la responsabilité publique et de la transparence, et donc ça n'empêche pas qu'il y ait autant de corruption qu'ailleurs. Non, moi je voudrais dire que quand on est candidat à une élection, mais là on parle pas de corruption, pardon. Quand on est candidat à une élection, on a des comptes de campagne, et après ça, ces comptes de campagne sont vérifiés par un organisme. Je peux vous dire que quand vous faites, si vous offrez des pizzas à des gens, machin, etc., pof, il raye. On est d'accord. Mais donc c'est le contrôle qui pose question. Oui, mais donc en fait, si vous voulez, on est dans une période de défiance où les gens n'ont plus confiance en personne, où des gens qui nous ont trahis depuis 40 ans demandent un vote de confiance. Enfin, et donc aujourd'hui, il faut rétablir la confiance. Et pour rétablir la confiance, il y a des symboles qui sont importants. Les gens ne comprennent pas. Enfin, il y a des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois et ils voient qu'un élu de Paris, du 18e arrondissement, se fait payer un coiffeur, offre des pizzas à ses enfants, etc. Alors eux, ils se serrent la ceinture. Donc il y a des symboles qui sont importants. Et est-ce que ce ne serait pas une solution de ne pas exiger de note de frais, de donner un forfait en disant vous avez droit à 1000 balles, terminé. Non, mais ça c'est le cas. C'est le cas des députés. Aujourd'hui, on leur demande au contraire de fournir des justificatifs. Et on a entendu des parlementaires, mais excusez-moi, mais les gens ils étaient assis, ils sont tombés de leur chaise. Les parlementaires qui disaient vous vous rendez compte, ça va être vachement compliqué si maintenant on est obligé de justifier des notes de frais. Enfin, tout le monde fait ça, quoi. Oui, donc il y a une espèce de décalage. Non, mais le forfait, justement, c'est le forfait n'importe comment. Néanmoins, est-ce que vous trouvez vraiment que le débat public s'en sort bien avec une chasse à l'homme pareille? C'est pas une chasse à l'homme, c'est la municipale qui commence à Paris, tout le monde a compris ça. Ouais. En fait, la proposition de Charles de Courson était beaucoup plus simple. Il disait, écoutez, à l'Assemblée, on a notre rémunération, les frais de nos employés et les frais les frais généraux, augmentons le salaire des députés et laissons-les libres de recruter leur parlement, et de faire leur... Voilà, simplifions à ce moment-là. Simplifions. Mais bon, parce qu'aujourd'hui, en fait, comme on n'osait pas dire qu'on augmentait les parlementaires, on augmentait leurs frais de mandat, et donc on leur disait, mais si t'as pas assez de parlementaires, t'as qu'à puiser dans tes frais de mandat. Une auditrice me dit, les députés se sont accordés 600 € par mois pour frais incontrôlés, c'est indécent, cela équivaut à un RSA mensuel pour une personne qui doit se loger, se nourrir, se déplacer, entretenir un véhicule, etc., etc. Et je comprends la colère des gens. Je comprends. Donc aujourd'hui, il faut mettre de la rigueur dans tout ça parce qu'il faut rétablir la confiance. Oui, enfin, on est très spécialiste de la jalousie, de tout le monde. On est jaloux des notes de frais, on est jaloux des salaires des patrons. 4000 balles la moyenne nationale du salaire du patron. Faut pas charrier. Non, mais là, on est jaloux de tout. Alors,
oui, il faut évidemment assainir tout ça. Il n'y a pas besoin de tant de chauffeurs, de tant de ceci, etc. Mais il faut. Enfin, je veux dire, oui, d'accord. Il a offert 2 pizzas à ses enfants. Ben, franchement, je m'en fiche. Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. On est ensemble pour commenter l'actualité. On pourra parler de Chine, cette marque chinoise à petit prix qui va obtenir un espace, je vais dire un corner, un espace au BHV et dans certains magasins des Galeries Lafayette. On y revient dans un instant avec vous. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Val Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Alors, j'avais annoncé effectivement que nous parlerions de cette proposition qui a été faite par Philippe Juvin de réduire le nombre de fonctionnaires en leur proposant de partir avec 70% de leur rémunération pendant 10 ans. Cette rente leur serait accordée même s'ils se lancent dans un autre métier. Une telle mesure donc inciterait à des départs volontaires et pour Philippe Juvin, il affirme que la masse salariale des partants baisserait automatiquement de 30% et de 100% au bout de 10 ans. Alors, est-ce que c'est une bonne solution? On a Simon qui voulait réagir. Bonjour Simon. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Villeneuve de la Rao, c'est ça? Tout à fait. Voilà, et vous êtes fonctionnaire? Tout à fait. Alors, est-ce que vous seriez prêt à partir en échange de 70% de votre salaire pendant 10 ans? Pas vraiment, tout dépend du salaire initial. Hein. Si c'est quand on est catégorie C ou catégorie B, ça fait quand même une somme importante de perdu. Déjà que c'est compliqué. Derrière, de toute façon, je ne vois pas pourquoi que dans les boîtes privées on fait des départs de plan volontaire avec la totalité, les 75% des départs à la retraite ou presque, et qu'on le ferait pas dans la fonction publique. Et en plus, fonction publique, ils devraient quand même faire leur propre réorganisation pour justement permettre à des fonctionnaires qui sont dans des postes depuis de nombreuses années qui n'ont plus lieu d'être du fait de la modernisation ou des changements de structure, pour les former et faire assumer d'autres fonctions tout en respectant le niveau de salaire, le lieu géographique, comme par exemple faire des contrôles sur les fraudes en tout genre. C'est un exemple, il y aurait d'autres choses qui pourraient être effectuées, hein. Ouais. Mais je trouve que ce procédé est un peu cavalier, pour pas dire irrespectueux vis-à-vis de la fonction publique. Il faut de toute façon que chaque administration fasse de toute façon plutôt des propositions qui réorganisent leur structure, quitte à inviter des fonctionnaires, mais évidemment sans être de manière coercitive, à quitter leur fonction ou à changer de fonction. Oui. Simon, vous avez compris que cette proposition, elle exclut les agents des ministères régaliens. C'est-à-dire, ça exclut l'intérieur, la justice et la défense. Hein. C'est quand même important de le dire, quoi. Donc on parle quoi, d'enseignants, de fonctionnaires territoriaux, de l'hôpital. Ouais. De l'hôpital, c'est un sujet que Philippe Juvin connaît bien, puisqu'on sait très bien que l'hôpital est complètement asphyxié par des mesures administratives, et qu'on a plus de fonctionnaires qui s'occupent. Vous avez vu qu'il y a un hôpital qui se fait financer en privé. Sophie, je peux continuer. Et qu'on voit que l'hôpital, finalement, est complètement gangréné par des fonctionnaires qui doivent s'occuper de tâches administratives plutôt que d'être auprès des patients. Donc c'est un sujet qu'il connaît bien. Est-ce que, juste un tout petit mot, il y a un hôpital qui est tellement endetté qu'il a fait appel au privé, à l'épargne privée. Et je suis restée très étonnée. Il remboursera. Il a fait appel à l'épargne privée. Et je trouve qu'on a quand même, moi je suis tout à fait d'accord pour que l'épargne privée finance quoi que ce soit, mais là, on a un vrai dysfonctionnement, les Français comprennent plus. Ils sont en train de financer leurs hôpitaux par un prêt privé. Oui. Yves Damécourt, sur cette idée de... En fait, je voudrais moi simplement dire que compte tenu de la pyramide des âges de la fonction publique, dans les 10 ans qui viennent, on va avoir des départs massifs de la fonction publique. Donc c'est peut-être pas la peine d'aller dépenser de l'argent alors qu'il y a déjà... Il vaudrait mieux qu'on... C'est de ne pas les remplacer, surtout. Oui, il faudrait mieux qu'on prépare cette phase-là où on va avoir entre 100 et 200 000 départs par an pendant 10 ans.
et voir comment est-ce qu'on réorganise les services pour ne pas avoir à remplacer les gens qui partent et que tout l'argent que Philippe Juvin souhaite mettre dans l'incitation au départ, on les mette plutôt dans l'investissement pour pouvoir ne pas remplacer ceux qui partent à la retraite. Mais vous avez vu, tout le monde a salué la mesure annoncée par Monsieur Lecornu, donc de supprimer la communication gouvernementale, sauf pour 2 types de communication, celle sur la santé et celle pour le recrutement des fonctionnaires. On l'a évoqué ici, donc... Ça, c'est stupéfiant. Bah oui, c'est pour ça que je le rappelais. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit il faut faire des efforts, et donc ce sera les seules campagnes qui continueront à être. Il a aussi annoncé qu'il allait supprimer des délégations interministérielles. Il a notamment annoncé qu'il allait supprimer la délégation interministérielle à la forêt. Et donc, il se trouve que mon frère est président de la forêt privée française. Et cette délégation interministérielle à la forêt, c'est un fonctionnaire qui existe depuis que la forêt est passée du ministère de l'Agriculture au ministère de la Transition écologique. Et donc maintenant, il faut un délégué pour permettre aux 2 ministères de causer ensemble. Donc remettons la forêt dans le ministère de l'Agriculture. Il n'y aura plus de délégation. Dont on parle. Oui, mais on a fait un communiqué de presse. Non, mais c'est il n'y avait pas que ça. C'est là où j'en parlais, il y avait aussi le SNU, le service national. Ce qui est quand même intéressant dans la proposition de Philippe Juvin, c'est qu'elle est cumulable avec une autre activité professionnelle. Si. Oui, non, mais ça fait assez de dédication une deuxième carrière, ce qui à l'avenir va être une chose évidente. Saugrenu, et on l'avait bien vu dans l'intervention de l'auditeur, c'est le sentiment d'injustice. Bien sûr. On a un problème d'organisation de l'État, de ses fonctionnaires. Et là, on a un problème de budget, on n'a pas assez d'argent, et on va payer des gens pour qu'ils s'en aillent en leur permettant de cumuler, ce qui n'est pas juste par rapport aux autres. Et donc, c'est une proposition assez saugrenue et assez incompréhensible. Elle est saugrenue, mais elle a existé il y a 20 ans. C'était Loïc Le Floch-Prigent, Dieu et son âme, avec lequel je travaille beaucoup, qui est un type formidable, qui a eu une vie d'aventurier compliquée, mais très éthique et formidable. Et il a été nommé président de la SNCF. Et il m'a dit, je suis arrivé, j'ai vu cette masse salariale terrible, et j'ai dit, écoutez, c'est pas compliqué, alors j'ai pas le nombre exact, mais c'était très important, vous rentrez chez vous, c'est fini. Vous êtes payé, mais vous rentrez chez vous, vous ne travaillez plus. Il m'a dit, rien que l'économie des bureaux, de ce qu'il y avait derrière, des gens qui travaillaient avec eux, il a supprimé. Il leur a dit, c'est fini, vous faites plus partie de l'équipe. Ça a duré, il les a payés 2 ans, je crois. Et il leur a dit, rentrez chez vous, c'est fini. 2 ans, pas 10 ans, incroyable. Et ça marchait. Il l'a pas demandé aux conducteurs des trains. Ouais. Non, mais donc ça veut dire qu'il faut regarder dans la fonction publique les gens qui doivent pouvoir évoluer, les métiers qui ne sont plus utiles dans la fonction publique. Donc c'est une question d'organisation. Oui. En 2018, par exemple, le ministère de la fonction publique avait déjà lancé ce type d'opération pour des postes administratifs qui étaient devenus complètement obsolètes, avec des indemnisations selon l'ancienneté. Je veux dire, ça a déjà été fait partiellement. Ce que propose Philippe Juvin, c'est de le faire à grande échelle. Est-ce qu'il y a besoin de diminuer le nombre de fonctionnaires oui, clairement. Ça dépend ce qu'il faut. En fait, si vous voulez, c'est ce dont on parlait en introduction et ce dont parlait Jean-Louis Borloo ce matin. C'est-à-dire qu'il y a dans notre fonction publique un certain nombre de tâches qui sont de l'administration, qui sont bien loin du service public. Et donc si on simplifie ces processus, on peut... C'est les 8% d'écart qu'il y a entre le système hospitalier allemand et le système hospitalier français. Et donc il y a 500 000 fonctionnaires environ qui sont sur des tâches dont on peut se passer si on réorganise notre façon de travailler et si on pense plus service public que fonction publique. Il se trouve, Sophie, que ces 500 000 fonctionnaires, non seulement ils nous permettront de faire des économies, et donc il faut profiter de ces 500 000 départs à la retraite pour ne pas les remplacer et réorganiser les services, mais en plus ils vont débloquer l'innovation, puisque en fait ce sont des processus administratifs qui empêchent la construction, qui empêchent l'innovation. Un type comme Borloo, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à faire tout ce qu'il avait en tête? Parce qu'en fait notre système bride l'innovation. Il faut qu'on retrouve cette capacité à innover qu'a la France dans tous les domaines. C'est au goût de la liberté. Le constructeur qui était là ce matin, il y a 10 mesures, des choses qui ne coûtent rien à faire et qui vont libérer la construction. Mais il y a quelque chose de très important qu'il faut dire, c'est que les fonctionnaires sont des gens qui n'aiment pas ne rien faire, contrairement à ce qu'on dit, qui ont envie, ils ont des postes quelquefois où il n'y a pas grand-chose à faire. Qu'est-ce qu'ils font? Du coup, ils alimentent leur poste, ils contrôlent, ils multiplient. Je racontais, mais c'est tellement beau que j'étais à la mairie du 7e en plus, du 7e, et j'arrive, il y avait 4 personnes derrière des comptoirs, et je me dirige vers un comptoir. On me dit non madame, asseyez-vous et prenez
prenez un ticket. Je dis, mais pourquoi? Pour la queue. Je dis, je suis seule. Elle me dit, madame, c'est le règlement, prenez un ticket. Je vais prendre un ticket. J'arrive au même guichet avec mon ticket. Asseyez-vous, on va vous appeler. Donc je me suis assise, on m'a appelé 3 minutes après ou 4 minutes après, un autre guichet. C'est complètement fou, ça. Et donc, ils avaient envie de respecter ça parce que ça faisait partie de tout un environnement. Donc là, vous avez complètement raison, c'est que supprimer ce type de poste va simplifier les choses. On va continuer de débattre dans un instant avec vous. On va parler des parents qui mentent à leurs enfants avec vous, Marie-Ève Malouine. On va parler également d'un certain nombre de sujets avec vous. Chine, on n'en a pas parlé, donc cette marque chinoise qui débarque dans des magasins physiques en France. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio pour commenter l'actualité avec vous donc et avec Marie-Ève Malouine, journaliste politique, éditorialiste à la revue Politique et Parlementaire, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique et je rappelle votre livre qui vient tout juste de sortir, Réussir c'est possible, 45 patrons qui ont répondu à vos questions. Parcours. C'est chez Fayard. Yves Damécourt, viticulteur, ancien élu local, porte-voix de Nouvelle Énergie, et Alexandra Spiner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire. On va faire notre petit tour de table pour savoir ce qui a retenu votre attention à vous dans l'actualité, qui n'est pas forcément l'actualité brûlante à la une de tous les médias. Alexandra, on vous a autorisé un livre parce qu'il est dans l'actualité malgré tout. Il est vraiment dans l'actualité puisqu'il sort aujourd'hui. Il a une petite particularité, c'est qu'il met en rage LFI, donc ça devrait en réjouir beaucoup, en tout cas moi. Ce livre, c'est Les Complices du Mal. C'est un livre qui a été écrit par Omar Youssef Souleymane, qui est un écrivain, journaliste syrien qui a fui les persécutions du régime de Bachar al-Assad et qui s'est réfugié ici dans notre pays. Il écrit un livre formidable que LFI a tenté de... C'est un livre enquête, un livre formidable que LFI a tenté de censurer, puisqu'ils ont fait de nombreuses démarches judiciaires pour tenter d'empêcher la publication du livre. Ça a eu l'effet contraire, ça a évidemment suscité l'intérêt médiatique et c'est, je dirais, presque essentiel, puisque c'est un livre qui met en lumière les liens d'élus de la France insoumise et des mouvements islamistes. Donc on voit, vraiment j'encourage vos éditeurs à le lire. Pardon ? Auditeur, vous avez dit éditeur. Auditeur, oui. Non, j'ai dit auditeur, pardon. Ouais. J'encourage vraiment vos auditeurs à le lire parce que on voit réellement ce qu'est LFI, donc cette violence, cette dangerosité, l'antisémitisme profondément ancré dans leur fonctionnement, ce fonctionnement complètement anti-républicain, cette violence, cette volonté de mettre le chaos, d'instaurer la destruction dans la société. Donc c'est vraiment un livre formidable. Et on voit aussi comment LFI utilise l'islam à des fins d'intérêt politique aussi pour infiltrer la société. Il donne des exemples très concrets des alliances de LFI avec les islamistes, notamment de Mélenchon, de Rima Hassan, de Deloju. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. C'est en complément du livre de Nora Busigny. Absolument. Donc moi je pense qu'il y a 3 livres qui sont absolument nécessaires. Il faut absolument les lire. C'est évidemment le livre de Nora Busigny, Les Nouveaux Antisémites, à lire absolument. Chez Albin Michel, vraiment. Évidemment La Meute, qui est le livre d'Omar Youssef Souleymane est un peu le prolongement du livre La Meute, si je puis dire, parce qu'avec cette enquête, en fait, on voit réellement que LFI marche de main dans la main avec les mouvements islamistes, et c'est assez terrifiant. Et puis on a plein d'exemples récents, notamment quand on voit que la flottille de la Foirade là est financée et orchestrée par un haut responsable du Hamas. Zahler Birani, je suis pas très forte pour les noms, pardon, qui est le responsable du Hamas en Europe, et c'est lui qui a complètement orchestré cette flottille. Vous savez, c'est tous ces branquignols là qui sont sur un bateau et qui pensent que voilà, où il y a à peu près tous les antisémites qui sont rassemblés sur ce. Donc vraiment.
achetez ce livre, lisez-le, c'est une enquête absolument passionnante. Et ce qui est intéressant aussi, donc il parle de la gauche halal, on voit comment la gauche a renié absolument tous ses principes, a renié son ADN, et est devenue une espèce de fourre-tout électoraliste qui flatte les bas instincts des islamistes. Donc c'est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est écrit par quelqu'un qui connaît les ravages de l'islamisme, qui les a subis dans sa chair. Et vraiment, moi, je l'ai dévoré cette nuit. C'est absolument passionnant. Achetez ce livre. Les complices du mal, donc Omar Youssef Souleiman, et c'est chez Plomb. Alors Marie-Ève, vous, c'est un sujet qui est totalement différent et plus un sujet de société. Oui, c'est un sujet de société. Alors je vais donner mes sources. Je l'ai trouvé dans le Nouvel Obs, mais ça correspond à un sujet qui m'agace profondément. C'est le mensonge aux enfants. Et donc ça raconte l'histoire au début. C'est très bien raconté d'un petit garçon qui a 3 ans et il raconte à sa maîtresse que tous les soirs sa maman boit de l'alcool. Et donc la maîtresse dit quand même, tous les soirs c'est beaucoup, tous les soirs en revenant de l'école, dans la journée. Et donc elle lui parle du sujet et la dame dit ah non mais pas du tout, c'est parce que j'ai envie de boire une boisson sucrée avec du soda et je veux pas en donner à mon fils, donc je lui ai dit qu'il y avait de l'alcool dedans. Et ce sont ces petits mensonges dans l'éducation d'un enfant que je trouve très graves. Parce que d'abord, c'est la relation de confiance qu'on a avec ces enfants. Si on leur ment, eux aussi vont mentir. Et on leur apprend à mentir aux autres. Et ça va devenir, tu t'es pas réveillé ou je me suis pas réveillé pour t'amener à l'école, on va dire que t'es malade. Ouais. Et après, le mensonge arrive dans la société. On est dans une société où il y a beaucoup plus de mensonges par lâcheté, par faiblesse. Quand on éduque un enfant, il faut lui expliquer les choses et parfois, il faut lui dire et assumer d'être l'adulte et lui dire non, toi, tu es un enfant, tu connais pas toute la vie. Moi, je suis un adulte, je suis chargé de t'éduquer et donc je te dis que ça, c'était interdit. Et j'ai pas à me justifier. Parce que c'est très pervers pour un enfant de vouloir le faire adhérer à la peine. Or, quand on élève un enfant qui nous déteste parce qu'on l'empêche de faire quelque chose qu'il a très envie de faire, parce qu'on considère que c'est bon pour son éducation, c'est désagréable, mais ça fait partie de la bonne éducation. Et ne pas mentir à un enfant sur des sujets éducatifs. Après, il y a d'autres genres de mensonges. Je trouve que c'est un premier vous pas disiez vers que vous étiez dans un dîner où ça a beaucoup fait parler. Oui, parce qu'il y a toujours des gens. Il y a aussi ce qu'on entend par mensonge. Bien sûr. Il y a aussi, oui, mais le Père Noël, c'est un mensonge. Quand un enfant nous fait un dessin, on va lui dire qu'il est très beau. Mais ça, pour moi, ça, c'est pas un mensonge. C'est notre enfant qui fait un dessin et en étant sa mère, forcément, on le trouve beau. Moi, je les ai trouvés très laids, mais je disais que c'était beau quand même. Mais non, mais il y a parce que vous vouliez l'encourager et que sa production, vous la trouviez belle. Mais il y a un autre sujet, et pour aller dans votre sens, parce que je partage tout à fait ce que vous dites, il y a un problème majeur, c'est que les parents se sont mis à avoir peur de leurs enfants. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Que ça traduit. La peur des parents, par exemple, l'enfant peut rentrer, dit mais tous les autres l'ont. Les parents vont se précipiter pour acheter le jouet en question. Et moi, je suis beaucoup plus inquiète encore, parce que ça mène au mensonge d'abord, la peur. Et ils ont peur de leurs enfants. Comment voulez-vous éduquer des enfants quand on a peur d'eux ? Ils cèdent. Oui. Non, mais ça, c'est encore. Ça, c'est en complément. C'est ne pas assumer le fait que quand vous élevez un enfant, parfois il vous en veut. Et c'est normal. Bien sûr. Et ça passe. Bah oui, mais c'est normal que votre enfant vous dise je te déteste. Alors. Ça m'est arrivé d'ailleurs. Mais Aldo Naouri disait un enfant est obligé d'aimer sa mère. Enfin, oui, mais par moment, il le dit aussi. Il a besoin de nous détester, mais il a besoin d'avoir confiance et de savoir que sur les sujets graves, on ne leur ment pas. Moi, je suis évidemment d'accord. Je pense que mentir à un enfant, ça a des conséquences désastreuses sur son comportement aussi. Ça crée une sorte de confusion éthique qui est tragique. En revanche, je pense qu'il faut, à l'inverse, être très tolérant avec les mensonges des enfants. Et c'est parfois quand ils sont petits, les enfants mentent, et il faut être aussi tolérant avec cela. Mais on a du mal. Il ne faut pas le confronter à leurs mensonges. Je suis pas d'accord. Alors, moi, je pense qu'il faut les confronter à leurs mensonges à un âge peut-être plus avancé, mais voilà, c'est très compliqué. On sait tous ici, nous sommes parents, qu'élever ses enfants, c'est très difficile. C'est un chemin très très chaotique, on va dire. Mais oui, évidemment, mentir à ses enfants, c'est terrible. Et vous imaginez l'angoisse que ça suscite quand la personne qui est votre personne de confiance, de référence, qui est la personne qui est tout votre monde, vous ment. Moi, je trouve ça
terrorisant. Il y a une très jolie, pour vos auditeurs, une très 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 jolie chanson de Serge Reggiani, Les mensonges d'un père à son fils. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est très joli parce qu'il explique tous les mensonges qu'il fait à son fils, que tout va aller bien, que ses amis vont jamais mourir, que l'amour est éternel. Et il dit, j'ai une sainte horreur du mensonge. Il y a un film qui s'appelle La vie est belle, où il y a un père qui ment à son enfant parce qu'il est dans un camp de concentration. C'est le plus beau film que j'ai vu. Oui, absolument. Yves D'Amécourt. Nous, on a 6 enfants, donc on a vécu tout ça. Et je me souviens d'une petite anecdote comme ça où on avait un petit billard dans le pour un petit billard français dans le salon, et un jour je vois qu'il y avait un marqueur qui avait fait le tour du billard comme ça. Et donc j'arrive dans la cuisine au moment du dîner et je dis, il y a quelqu'un qui a tracé du marqueur sur le billard, un marqueur rouge. Et là je vois un de mes garçons qui devient blême et qui dit non, c'est vert. Et donc c'est très mignon. Donc il faut pour le Père Noël, quand le premier qui nous a dit papa, maman, je crois que le Père Noël n'existe pas. Ah oui, tiens, sur le Père Noël. On leur a dit le Père Noël a un secret. Mais celui qui dévoile le secret à ses frères et sœurs, le Père Noël ne passe plus. Ça c'est un argument décisif. Mais c'est un gros mensonge. Non, mais il y a des mensonges qui sont des mensonges les enfants savent, il y a une connivence. Ils savent aussi parfois qu'on les démasque dans leurs mensonges. Il n'y a pas besoin de le dire, un clin d'œil suffit. Moi, ce qui me gêne, c'est le mensonge de faiblesse. C'est-à-dire, j'ai envie, moi, de boire un soda, mais je ne veux pas en donner à mon enfant. Donc j'invente un mensonge. Et ça crée la confusion éthique. Plutôt que de dire non, moi j'étais très traumatisée quand j'ai dit à maman il n'existe pas le Père Noël, et qu'elle m'a dit c'est vrai, il n'existe pas. Je m'en souviens encore. Oui, il y a des gens traumatisés par ça. Après, ça peut être tout le monde. Les enfants comprennent à un moment. Que les parents font ça aussi pour ma fille leur faire très longtemps plaisir, pour les amuser. Très longtemps cru au Père Noël, et je me souviens encore du nom du jeune garçon qui lui a dit que le Père Noël n'existait pas. C'est pas facile. Je lui en veux beaucoup. Et moi j'ai trouvé le cadeau sous le lit, donc j'ai compris à ce moment-là que voilà. Allez, nos faiblesses et nos blessures d'enfance. Mais ça pose la vraie question. Faut-il continuer le mensonge? On va revenir avec vous, Yves D'Amécourt, sur des choses plus concrètes. On va reparler de la dette avec vous dans un instant, et puis de Chine. J'espère qu'on aura le temps de dire quelques mots de cette marque chinoise qui a engagé quand même, on le rappelle, des anciens ministres pour essayer de faire du lobbying, et quand ça n'a pas marché, bien Monsieur Castaner a été viré. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, le coup de gueule d'Yves D'Amécourt. On en revient au mensonge. Oui. Puisqu'en fait, ça fait maintenant quelques dizaines d'années que les ministres successifs se succèdent sur les plateaux, les premiers ministres, etc., en expliquant aux Français, tenez-vous bien, qu'on va réduire la dette en se fixant chaque année un objectif de déficit. Et personne ne les contredit. Et c'est un petit peu comme si quelqu'un qui se lance dans un régime alimentaire disait je me fixe un objectif de poids pour maigrir. Et donc voilà, c'est un petit peu, on est dans le mensonge permanent. Je me fixe beaucoup de calories, mais moins. Voilà, c'est très étonnant. Et donc je reviens sur ce que disait Jean-Louis Borloo chez vous ce matin. Nous, on pense que tout ce qu'on nous propose aujourd'hui n'est pas à la hauteur du défi. Donc c'est vraiment une révolution budgétaire et organisationnelle qu'il faut mettre en place en France. Il ne s'agit pas de trouver 15 milliards ou une petite taxe par-ci, une petite taxe par-là, de corriger le PFU, de corriger ceci ou cela. Il faut vraiment faire un grand mouvement de 200 milliards pour rendre 40 milliards aux Français et aux entreprises françaises, pour consacrer 40 milliards au désendettement, parce qu'on ne pourra pas désendetter avec un objectif de déficit, il faut un objectif d'excédent budgétaire. Et ensuite des économies réelles qui nous permettent de revenir à l'équilibre. Et si le Parlement ne trouve pas de majorité, on a une façon de le faire, c'est d'utiliser le référendum, parce qu'en fait, il y a plein de sujets sur lesquels les Français seront d'accord pour les réformes qu'il y a à mener. J'ai parlé souvent ici d'un certain nombre de sujets, d'aberrations,
dans les différents services français. Et donc, il suffit de poser les questions aux Français et on arrivera à nos fins. Ou alors, il faut qu'il y ait des gens qui se mettent d'accord au Parlement, qui oublient leurs étiquettes politiques et qui se mettent d'accord sur ce plan d'économie de 200 milliards. Il y a eu une tribune excellente de Jean Tirole hier dans la tribune qui dit que la France est face à ses choix. Soit elle va vers la récession avec le FMI et la BCE, soit elle prend à bras le corps ce sujet avec deux objectifs: réduire les coûts et libérer la croissance. Parce qu'en fait, on oublie toujours ce sujet, mais en fait, il faut libérer la croissance. Or, toutes les taxes qu'on invente aujourd'hui, elles vont contraindre la croissance et nous emmener dans le précipice. Moins on fait de croissance, moins on a d'emplois, moins on a de salaires, moins on a d'investissements, moins on aura de taxes. Et alors, plus on augmente les taxes, plus on va emmener tous ces gens-là dans le précipice. Sébastien Lecornu semble aller vers à la volonté de favoriser le travail et de baisser la CSG. Enfin, Marie-Hélène Louine, est-ce qu'on ne sait pas exactement pour l'instant, mais en tout cas, les premières annonces vont plutôt dans ce sens-là. Moi, je suis assez perplexe sur l'objectif de Sébastien Lecornu, puisque c'est pas clair, c'est vraiment pas clair. Et depuis 3 semaines, il consulte, mais on n'a toujours pas compris si c'était la copie de Bayrou revue et corrigée. Il nous dit qu'il part d'une feuille blanche, mais il n'y a pas de ministre pour le faire. Donc quand même un ministre de l'économie et des finances, un ministre des budgets, c'est utile pour établir un budget. Là, ça fait 3 semaines qu'il n'y en a pas. Il fait plutôt des dépenses. Alors il annonce quelques économies, mais enfin il nous annonce aussi beaucoup de dépenses nouvelles, plus 5 milliards sur les retraites, sur d'autres points. Donc moi, j'ai du mal à voir où il veut aller, et on voit des petites mesures, mais on voit pas quelque chose dans l'ensemble. Et puis, deuxième chose, on oublie un peu le budget, parce que tout ce qui est fait actuellement, toutes les discussions, elles sont très politiques. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il faut que je donne à ma gauche au PS, mais je tiens à LR. Et là, les chiffres du déficit budgétaire sont tombés. On a l'impression que c'est tombé dans l'indifférence générale au niveau politique. Donc la méthode, moi je suis très perplexe sur la méthode, je ne vois pas où peut aller. Alors apparaît-il qu'il cache son jeu et qu'à la fin on découvrira que c'est formidable. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a une assemblée qui ne pense qu'à elle. Chacun veut promouvoir son parti, n'ose veut pas de dissolution parce qu'ils auraient peur d'en avoir moins de réélus, ne pense qu'à sa propre carrière. Et qu'est-ce qu'on fait devant une assemblée qui a perdu le sens de l'intérêt général? On est à un moment où il faudrait sacrifier les opinions politiques pour essayer d'en sortir. Qu'est-ce qu'il peut faire le Premier ministre? Arrêter de flatter telle ou telle opinion. Et comment il fait? Non, mais il saute tout de suite. Mais il faut faire des référendums. C'est le peuple qui décidera, ce que les parlementaires ne veulent pas décider. Quelle question à poser? Mais on peut poser une question sur les retraites, la fusion du régime du privé et du public. On peut poser une question sur les allocations familiales, la création d'une allocation sociale unique. On peut poser une question sur l'immigration, puisque c'est la question. On en a pour combien de temps, ça? Mais ça peut aller très vite. D'ailleurs, le président. Faut-il respecter le résultat du référendum? Oui, mais après la dissolution, souvenez-vous, le président de la République avait fait une intervention en disant qu'après l'été, il consulterait les Français. Non, c'est pas fait. Et quand les Français vont tous dire on veut partir à 61 ans, on fait quoi? On leur cède, entre guillemets. Vous voyez bien quand même que tout ce qu'on dit ici, ça montre bien que vous parliez de révolution, mais il faut une révolution de notre logiciel, et celui dont vous êtes le porte-voix, une formule que je trouve très juste. Il a dit le bricolage du Titanic ne va pas l'empêcher de couler. Et je trouve que c'est très vrai en réalité. Il faut vraiment renverser la table. Il faut vraiment qu'on change complètement notre modèle d'État. Mais c'est pas avec des référendums qu'on va le changer. Hein. Ouais, mais par rapport, j'en reviens aussi à la question quand on parlait des enfants, des adultes et du mensonge, c'est aussi de s'assumer. Sébastien Lecornu est Premier ministre. Il arrive après Michel Barnier, après François Bayrou, qui ont écouté les syndicats, qui ont fait des propositions. On sait où on en est, on sait quels sont les enjeux. Et il a recommencé par dire à tout le monde, venez, je vais vous écouter, on va discuter. Et il s'est mis en position de subir. Alors que je pense qu'il serait arrivé en disant maintenant la situation, on la connaît. Il y a un sentiment d'injustice fiscale chez les Français. Qu'est-ce qu'on voit dans la fiscalité? On discute. Et puis, au lieu de voir tout le monde, d'un côté les syndicats, d'un côté les partis de gauche, d'un côté les partis de droite, on les met autour de la table et on dit ce point-là, qu'est-ce qu'on discute? Vous êtes prêts à avancer ou pas? Et là, à ce moment-là, mais non, mais si on attend qu'ils soient prêts, on a quand même des délais. Le budget, de toute façon, il y a un texte qui est parti au Conseil d'État. Donc il peut consulter encore et faire des avancées au PS par rapport à ce qu'il a proposé hier. Mais ce qu'il a proposé au Conseil d'État, il ne pourra pas le changer. Ce sera sous forme d'amendement. Donc c'est illisible et c'est pas hiérarchisé. Donc je ne comprends pas comment ça peut passer. Hier, Emmanuel Macron a déclaré « Depuis que je suis président, on a connu une croissance de 10% contre seulement 3,44% pour l'Allemagne ».
Donc en gros, qu'on nous ment, pour revenir au mensonge. Mais en fait, il dit on n'est pas au bord du chaos, c'est ce qu'il a dit. En plus de ça, c'est ce que m'a dit Alexis Kohler. Cette croissance, elle est financée par l'emprunt. En fait, si vous voulez, en Allemagne, ils ont un excédent budgétaire. Donc, ils font 3% de croissance avec un excédent budgétaire. Oui. Nous, on dépense plus qu'on ne gagne et ça finance une croissance. Donc, en fait, c'est une fausse croissance. Les Français qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois aimeraient bien vivre dans le monde merveilleux d'Emmanuel Macron. Pardon, mais je veux dire, cette formule, elle est grotesque, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même un vrai sujet. Les Français, de plus en plus de Français vivent dans la misère et M. Macron nous explique que tout va très bien, Madame la Marquise. Oui, mais tout vient d'un... Non, mais oui, il a à la fois tort et raison. Dommage, on n'aura pas le temps de parler de Chine, mais je vois le tweet d'Olivia Grégoire, qui était l'ancienne ministre secrétaire d'État au commerce, et qui dit en 2023, quand Chine et Temu augmentent leurs ventes de 58 et 178% en France, les défaillances des commerces d'habillement progressent de 51,3%. Ouvrir nos vitrines à Chine, c'est faire de nos centres-villes les mausolées de nos commerces. C'est insupportable. Effectivement, alors elle a raison pour le coup. La surproduction textile, l'exploitation ouvrière, les non-respects de la charte environnementale, le mépris total de l'environnement, ils viennent s'installer dans nos centres-villes qui sont en train de mourir. Parler aux commerçants de la rue de Rivoli, ils sont en train de crever, et Chine va devenir la vitrine du BHV. Bah pardon, oui, c'est insupportable. Oui. Alors c'est insupportable, et je partage tout ce que tu dis, c'est insupportable, parce que d'abord c'est beaucoup moins cher qu'on est tenté d'acheter, que les jeunes y vont parce que c'est beaucoup moins cher, qu'il y a des... Bon. Cela dit, c'est pas simpliste non plus. On est dans un pays libéral, c'est ouvert, les Chinois nous vendent des trucs, mais on leur en vend beaucoup. Donc c'est extrêmement compliqué, il faut prendre une politique ferme et déterminée. Qui interdit ça? La liberté de commerce, qui décide d'interdire ça? Moi je trouve beaucoup plus scandaleux encore qu'il y ait un ministre, deux ministres, anciens ministres qui sont venus pour faire le lobbying de Shine. Excusez-moi, ça me choque beaucoup plus encore. Non mais ça c'est insupportable, et je l'ai dit ici d'ailleurs. Très rapidement, je voudrais dire que la voiture la plus vendue en France c'est une Dacia, parce que c'est le même système, c'est-à-dire qu'on était produire dans des pays à low cost des voitures qu'on savait plus fabriquer en France parce qu'on avait trop de charges sociales qui pesaient sur les entreprises et les salaires. Et trop de normes. Et que c'est pas les Chinois qui ont inventé Dacia, hein. C'est la régie Renault qui était de propriété de l'État. Oui, absolument. Oui, non, mais Chine, c'est les moins chers, mais il faut voir aussi que les fabricants de textiles chinois, ils commencent à y avoir des marques de luxe qui viennent sur des enseignes parisiennes et qui sont joliment faites. Ils savent très bien faire. On les a aidés pour le faire, et que bientôt, y compris le textile de luxe français, va avoir des difficultés en Chine, parce que c'était un grand marché et qui sera en train d'évoluer. Merci à tous les quatre, et on se retrouve nous dans un instant pour l'émission Média. On va parler de Jean-Pierre Elkabbach avec sa fille qui lui a consacré un très beau documentaire. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.